mise en œuvre de ce protocole. Ça veut dire qu'on a encore plusieurs étapes à franchir. Mais on n'a encore pratiquement rien fait. Ce qui ne nous garantit pas que nous sommes en sécurité, puisqu'il y a d'autres produits qui pourraient venir. On a parlé tout à l'heure du Burkina Faso, et j'ai vu M. Sabo sourire pendant que le colonel expliquait un peu les avantages des OGM. Qu'est-ce qui ne vous rassure pas, M. Sabo? Moi, mon problème, vous avez les deux, là. Oui, les deux sont ensemble. Non, si moi, je dois venir ici pour servir de faire valoir, non, vous n'êtes pas. Donc, il faut bien répartir le temps de parole. Oui, bien sûr, je vous donne la parole. Voilà, c'est ça. Et vous allez la prendre. Très bien. Donc, lorsque je parlais, parce qu'il faut que, ici, c'est pour éclairer allez-y dans l'éclairage. Non, c'est ça. C'est pour, si notre débat n'a pas pour objectif d'éclairer la lanterne des pour eux-mêmes. Vous perdez vous-même le temps. Allez-y, qu'est-ce qui ne vous rassure pas? Lorsque j'avais dit, si on ne dit pas les choses, on comprendra. Donc, je continue pas là où j'avais laissé la parole. Donc, là où nous sommes actuellement, dans le monde entier, il y a deux catégories d'OGM. Il y a une catégorie qui est résistant aux insectes et l'autre catégorie est tolérante aux herbicides. Ça veut dire que la technologie OGM a mis au point deux choses. Deux choses qui sont dans la graine. Les deux peuvent être dedans ou bien séparément. Donc, on a fabriqué une graine, une semence qui est là pour sécréter de l'insecticide. En lui-même, c'est ça. Deuxième chose, l'autre catégorie est là et on sème et lui, rien ne l'attaque, mais on va répandre du pesticide autour d'elle et elle aspire comme une éponge tout ce pesticide-là en elle. Et c'est ça, les deux catégories que nous avons. Si, par exemple, on a un maïs qui est de cette catégorie, le soja, par exemple, on prend le soja, et que le soja a du pesticide en lui, et qu'on donne aux gens dans la nourriture, et les effets s'accumulent. Encore que dans notre pays ici, on n'a aucun système pour aller contrôler systématiquement la santé des gens. On n'a pas la sécurité sociale. Vous voyez, c'est ça. Et l'autre danger, lorsqu'on plante le coton et qu'on dit on met du Roundup Ready, on appelle ça herbicide total. Ça veut dire que le cotonnier, lui, il est là, il résiste, il asperge tout ce qui est autour de lui est détruit. La biodiversité est partie totalement. Le sol, les micro-organismes qui sont dans le sol sont totalement détruits, donc le sol est devenu stérile. Qu'est-ce que nous fabriquons en ce moment-là? Tout ce qu'ils ont dit, c'est de la théorie. C'est-à-dire on est terre à terre. Aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso. Pour produire le coton, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a les deux choses. Le coton en lui-même, le cotonnier, a l'insecticide en lui-même. Deuxième chose, pour le planter, on dit le cultivateur n'a pas besoin de cultiver. Il dit réduction de peine. On met le Roundup Ready. Et c'est ça qui détruit tout autour de lui. Et lui, il garde, il ne met pas. Le sol est détruit. La nappe phréatique est détruite. C'est de ça que nous parlons. Si le sol est détruit, oui. Je prends le cas du Burkina Faso voilà, que vous citez, si le sol est détruit, oui. Comment ça s'explique qu'il continue à produire le coton? Voilà. Ça veut dire quoi? Donc le sol est détruit, les micro-organismes, le sol n'a pas de vie. Vous savez que pour produire, on a besoin d'un bon sol, on a besoin de l'eau, on a besoin de la semence, on a besoin d'appui. Si le sol perd toute sa fertilité parce qu'on déverse des pesticides sur ça, les autres vont dire, puisque votre sol n'a plus de pouvoir pour produire, on vous vend des engrais chimiques. C'est eux qui vendent des pesticides, c'est eux qui vendent encore des engrais chimiques. À votre avis, c'est ça la dépendance. Il y a une visée commerciale. C'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est des multinationales qui n'ont pas de beaux yeux pour les gens. Ils ne sont pas philanthropes. Ils sont là pour faire des bénéfices. Et vous avez posé une question tout à l'heure pour dire, est-ce que ça peut régler les problèmes de faim, des trucs comme ça? Ils n'ont pas fait les OGM pour réduire des problèmes de faim. Les OGM sont faits pour des intérêts commerciaux. Totalement ça. Tout le monde le sait dans le monde entier. Et ici, je suis étonné que des experts, ils ont dit qu'ils sont des experts en biosécurité, des formateurs de l'UROA. Mais je suis surpris qu'on n'ait pas dit, parce que ce n'est pas du chimère. C'est concret. Ici, le Burkina Faso, là, c'est concret. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Vous avez demandé, il faut que les gens disent la vérité. Actuellement,
Monsanto a reconnu l'échec du coton BT au Burkina. Monsanto, c'est bien la multinationale, américaine. Qui a pris sa capitale dans l'Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou. Et c'est lui qui est le chef de file de toutes les autres multinationales qui produisent les. Attendez, vous lui avez dit, quel est le pays dans la sous-région où on a expérimenté le coton et avec des résultats? Ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il y a des articles. Prenez Jeux d'Afrique. Jeux d'Afrique. Votre confrère. Bien sûr. Allez lire. Actuellement, ils ont fait 2 promesses fondamentales aux cultivateurs. Monsanto a fait 2 promesses dans son contrat. Il dit dans le contrat, je vais faire en sorte que les rendements s'accroissent. Deuxième chose, la qualité de la fibre sera améliorée. Il a échoué sur tous ces 2 plans. Actuellement, où je vous parle, il est en passe. Non, est-ce que vous dites que le coton du Burkina Faso n'a pas une bonne fibre, c'est ça? Totalement, c'est fini. La fibre s'est rabougrie. La fibre, et l'interprofessionnel du coton au Burkina Faso, aujourd'hui, veut réduire toutes les preuves pour que Monsanto les indemnise les producteurs depuis 2008 qu'ils ont commencé l'exploitation. Et beaucoup de reportages ont montré que la fibre ne marche pas, le rendement n'est pas au rendez-vous, le rendement qu'on a promis n'est pas au rendez-vous. Et Monsanto cultivait 70% des surfaces de coton au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'interprofessionnel a dit jamais, à partir de maintenant, on réduit ta surface de moitié. Et prochainement, l'État prochain, c'est que nous t'assurons en justice. C'est ça maintenant. Il faut dire la vérité aux populations. C'est ça. On n'a rien à perdre et rien à gagner. Nous sommes ici pour éclairer, pour que nos dirigeants fassent des choix conséquents. Pour finir, oui. Je ne comprends pas que des experts, des juristes qui sont devant moi ici, parce que c'est eux qui nous ont invités en octobre dernier pour dire qu'ils ont eu un fonds au Baba pour faire de la loi sur la biosécurité en 1 mois. Mais nous avons été à leur atelier parce que nous refusons de faire la politique de la chaise vide. On est allé là-bas. Le collègue a choisi son fils pour faire le rapport de l'atelier. Bon, à l'heure où je suis assis ici, on n'a pas le rapport de l'atelier depuis octobre 2014. Très bien. Et c'est monsieur l'avocat qui est le consultant de cette loi-là. Cette loi est où? Je vous ai donné suffisamment de temps d'antenne. On va revenir tout à l'heure. On va aller de manière peu passionnée. Maître, il a évoqué un problème, puisque vous-même, vous avez dit que les téléspectateurs qui nous regardent, ce qui les préoccupe, c'est le risque. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Les avantages, on les a cités, mais j'ai une question. Est-ce qu'on évalue, parce qu'il dit c'est toxique, est-ce qu'il y a des moyens d'évaluation toxicologique des OGM? Peut-être le colonel ou vous, je sais pas. Non, je vais vous dire mon point de vue. D'accord. Et après, le colonel ajoutera. Je crois que... Il a dit d'abord que ça détruit le sol. Non, je suis venu ici sur un plateau de télévision et non sur un ring de boxe. D'accord? J'espère qu'il n'y a pas la boxe. Et il n'est pas de mon tempérament de faire du non, on n'arrivera pas là. Et je ne sais pas faire des injures et des insultes. Monsieur Sabo, vous avez eu votre temps d'antenne. Les insinuations qui n'ont rien à voir avec ce débat ne permettent pas aux téléspectateurs de comprendre quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on va boucler le temps de l'émission sans que on en ajouterait à la confusion. Je vais vous dire. Évaluation toxicologique. Non, mais répondre comme ça, c'est en ajouter à la confusion. D'accord. Si c'est comme ça, ce n'est pas la peine de venir ici. Bien. J'ai la possibilité de faire valoir mes opinions ailleurs, dans d'autres canaux. Je voudrais dire, et je l'ai dit tantôt, que il n'y a pas de risque zéro, que le risque est reconnu. J'ai dit qu'il y a des avantages. Nous ne sommes pas encore là. J'ai dit qu'il y a une batterie de mesures qu'on peut prendre pour réduire ces risques et qu'il faut commencer par une loi sur la biosécurité. Qu'on me dise que cela existe.
Chacun fait son expérience. Mais on parle de Burkina, etc. Moi, mon problème, ce n'est pas Burkina-Bénin. Je vais vous dire, dans le monde entier, il y a l'opinion publique dans tous les pays qui s'exprime. Suivez bien l'évolution. Vous verrez que, eh bien, l'opinion des Amériques, de façon générale, je vous le dis, de façon générale, allez chercher. L'Amérique, les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Brésil, etc. L'opinion est moins hostile et plus ouverte aux OGM et représente une très bonne, donne un bon accueil aux OGM. Suivez-moi bien. Je vous suis. C'est vrai qu'il y a des adeptes de l'agriculture bio qui font leur pression. Mais là où l'opinion est hostile, et j'allais dire très peu ouverte aux OGM, c'est en gros l'Europe. Alors, si vous venez en Afrique de façon globale, vous verrez que c'est les pays anglophones. Hein, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Ouganda, le Kenya, etc. C'est eux qui sont les plus avancés aujourd'hui. A contrario, vous verrez que les autres pays, surtout, enfin, nous suivons la voie de nos maîtres. De façon que nous-mêmes, nous n'avons pas une politique, une vision de la question. Il faut faire intervenir les compétences qu'ils réfléchissent pour qu'on ait une politique de cela. Mais on a déjà pris des engagements qu'il faut respecter et par conséquent, il faut aller à un test national qui nous permette de travailler. Alors à ce moment-là, on verra si dans la mise en œuvre, il y a des problèmes. Si on règle correctement, on suit correctement les mécanismes, si on aura les résultats qui sont en décret. Vous me donnez une transition pour demander au colonel, qu'est-ce qui bloque l'adoption d'une loi sur la biosécurité? Puisqu'il a dit, pour le moment, on n'en a pas, on est obligé de suivre les textes que nous avons ratifiés au plan international. Qu'est-ce qui bloque l'adoption d'une loi sur la biosécurité au niveau national? Merci. Et je vais dire que, d'abord, que le Bénin en signant la convention et le protocole de Cartagena a accepté déjà la biotechnologie moderne. Ça, le maître l'a dit déjà. Une question. Tu as posé une question, je vais vous dire, il y a 610 articles scientifiques qui confirment la sécurité des aliments dérivés des plantes génétiquement modifiées. Je peux vous donner le site, vous pouvez aller sur le site. Parce qu'aujourd'hui, le monde des choses là, le monde est à la maison. Mais je crois que sur le plan national, une loi, comme il l'a dit... Oui, la loi. Pourquoi la loi? D'abord, pourquoi la loi? Pour pouvoir finaliser. Nous, quand le protocole a été signé, on n'a pas élaboré... Est-ce que c'est la pression peut-être des associations de consommateurs ou, Non, moi je suis un militaire. Qu'est-ce qui fait que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire moi je suis un militaire. Une fois que mon pays déclare la guerre, oui, je vais à la guerre. Mais une fois que c'est fini, je me retire. Les conditions qui ont amené notre État, étant donné que c'était une nouvelle technologie qui n'était pas maîtrisée, on espérait qu'en prenant les moratoires, on pouvait avoir les instruments institutionnels et juridiques. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé à le voir. Mais en temps... Sans vous arrêter, est-ce qu'il y a un pays africain qui a déjà au moins une loi au plan national? Oui, le Burkina. Le Burkina. Le Burkina en a. Le Togo, même à côté. Alors, ici, non. Nous, on n'a pas bénéficié aussi, surtout parce que quand vous prenez le moratoire, notre pays est un pays sous-développé et les priorités sont nombreuses. Pas plus sous-développé que le Burkina Faso. Ah, mais dis donc. Mais nous sommes sous-développés. Et nos priorités sont multiples. Et par rapport à ça, par exemple... En termes clairs, biosécurité, ce n'est pas encore une priorité des pouvoirs publics. Bon, je ne le dis pas, comme ça. Mais vous prenez par exemple l'EHPAD. L'EHPAD a créé une institution pour supporter les pays, pour élaborer les lois. Mais le fait que nous avons pris par exemple un moratoire, on n'a pas pu bénéficier de cet appui.
Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de ressources pour pouvoir élaborer une loi nationale. Et en plus, en temps, il y a un protocole additionnel qui est intervenu. Et le protocole additionnel, c'est ça qui parle de la responsabilité et de la réparation des dommages causés éventuellement par les OGM. Donc, je pense que on a déjà signé ce protocole additionnel, il reste à le ratifier. Et une fois ratifié, il faut en faire maintenant une loi nationale. Et cette loi nationale est nécessaire pour pouvoir... Parce qu'en fin de compte, quand on dit les OGM, chaque pays est libre de faire comme de ne pas faire. Aujourd'hui, l'agriculture est libre. Chacun choisit le moyen qu'il veut pour atteindre. Mais vous ne pouvez pas être dans l'agriculture, vous voulez faire de l'agriculture compétitive et ignorer toutes les techniques qui permettent d'améliorer les choses là. Parce qu'il suffit pas de parler. Hein. Mais mon colonel... Moi, je voulais par exemple, laissez-moi, oui. Je voulais par exemple que monsieur me démontre que tel sol utilisé au Burkina a fait détruire telle chose-là. Je vais vous dire, il y a une étude qui a été effectuée dans les deux systèmes, à savoir dans le champ conventionnel et dans le champ utilisé en OGM. Oui, et j'ai envie de vous demander, vous parlez peut-être pour ceux qui ont des fermes industrielles ou de grandes fermes, pour le paysan moyen, même avec l'introduction des OGM, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il va changer là-haut? Qu'est-ce qui va changer? On n'est pas obligé de... Qu'est-ce qui va changer pour le paysan? Et il va être dans l'obligation d'acheter des semences. Comment il fait? Mais vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans produire les semences. Oui. Mais vous savez que dans ce pays... Mais quand on produit une semence, on garde une partie pour la semer plus tard. Mais même les semences, d'abord pour faire de la biotechnologie moderne, est-ce que vous savez que c'est les semences traditionnelles qu'il faut conserver? Et c'est pour cela que moi, je suis dans les semences. D'abord, il faut conserver les semences traditionnelles. Parce que c'est là qu'il faut aller chercher des caractères qui intéressent. Et la biotechnologie moderne permet de caractériser ces semences. Si vous ne les caractérisez pas, quelqu'un peut prendre seulement votre semence que vous prenez, vous pensez que c'est quelque chose de précieux, et modifier seulement, et puis ça devient sa propriété. Parce qu'aujourd'hui, les semences sont licenciées. Donc, à partir de ce moment, une fois que vous acceptez, le pays est libre. Le Burkina, le Mali, par exemple, le Mali n'est pas parti sur les OGM au niveau de l'agriculture. Et ils ont choisi, par exemple, les moustiques, parce qu'ils ont pris comme priorité la lutte contre le paludisme. Donc ça appartient à chaque pays. Une fois que la loi est élaborée, ça appartient à chaque pays de choisir ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il ne voyage pas, il va aux États-Unis? Il ne mange pas là-bas? Il va au Canada, il ne mange pas? Vous aurez l'occasion de répondre, Monsieur Sabo, si vous voulez qu'on suive le débat avec sérénité, vous aurez l'occasion de répondre. Laissez-le finir. Il va aux États-Unis, il mange. Il va au Canada, il mange. Il va en Inde, il mange. Il va en Chine, ce sont les grands des OGM. Nos enfants sont aux États-Unis, non? Ils mangent. Mais puisqu'on parle du Bénin, est-ce que vous êtes en train de me dire que dans nos restaurants, dans les hôtels, nous avons éventuellement déjà des produits OGM que nous mangeons tous les jours? Si nous sommes à côté du Burkina Faso et nous sommes à côté du Nigeria, il serait vraiment prétentieux de dire qu'il n'y en a pas. Mais nous, il faut maintenant faire les études. Vous pouvez savoir, et je pense que... Qui doit le faire, ces études? Vous avez des laboratoires, non? Non, moi, ça c'est l'État. C'est l'État qui doit... Il y a quand même, maître, je suppose qu'il y a des structures de contrôle. Il y a un laboratoire de biosécurité aujourd'hui. Moi, je donne la parole. Je dois vous dire ceci. C'est pour rassurer les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des structures de contrôle? C'est exclusivement pour eux que j'ai accepté de venir sur ce plateau. Oui. Et moi, je ne suis pas représentant d'un lobby, d'un groupe qui veut défendre les OGM ou qui est contre les OGM. Non, ce n'est pas ma démarche. Et je ne suis pas dans cette démarche. Je suis un homme de science et il m'a plu de faire des recherches dans ce domaine et de comprendre les mécanismes. Qui contrôle tout ce qui entre au Bénin? Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, je reviens toujours là-dessus, parce que je ne pense pas que ce soit le seul débat. Bien sûr.
On peut avancer toutes les idées et donner tout ce que l'on veut. Le temps est là pour nous permettre de voir clair. Je préfère aller méthodiquement. Je dis et je répète que lorsque notre pays se donnera une loi et mettra en place les mécanismes, puisqu'il y est tenu, c'est un protocole, c'est un accord, c'est un traité international. Écoutez, non, excusez-moi, je ne veux pas lire, je voudrais juste vous dire ceci. On vous a compris en fait la question, je ne sais pas si vous la comprenez. Je vais répondre à votre question parce que il est important d'attirer l'attention des téléspectateurs là-dessus. Nous sommes là au protocole de Cartagena en son article 2, n'est-ce pas, alinéa 2. Les parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert, la libération de tout organisme génétiquement modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique en tenant compte également des risques pour la santé humaine. C'est une obligation qui s'impose. Donc, ce n'est pas moi qui le dis et notre pays l'a signé, ce n'est pas moi. Oui, il s'agit de l'État. Je suis d'accord avec vous. Si nous n'avons pas une loi qui met en place ces organes et ces mécanismes, donc il n'est pas possible de contrôler. Non, mais vous avez quel instrument, quel laboratoire, qu'est-ce qui autorise et qui permet de contrôler? Nous sommes dans un domaine particulier, spécifique. Pardonnez mon ignorance, colonel. DANA, toutes ces structures, donc ils ne contrôlent pas le riz, tout ce que nous mangeons. Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le seul laboratoire aujourd'hui, c'est le laboratoire de biosécurité qui peut le faire. Et vous le faites. Enfin, le laboratoire le fait. Est-ce que le laboratoire le fait? Il faut lui demander. Il faut lui demander. Mais vous êtes des spécialistes, vous êtes mieux placés pour le savoir avant d'être sur ce plateau. Moi, je ne suis pas spécialiste de biosécurité. Vous ne voyez pas ce que je dis. Oui, je vous écoute. Il faut une loi. Tant qu'il n'y a pas la loi, ce n'est pas possible. Vous avez posé une question, j'ai souri. Est-ce que des OGM circulent au Bénin? Je ne peux pas dire oui, j'en ai pas la preuve. Je ne peux pas dire non, mais certainement que oui. Mais ne serait-ce que les biscuits que nous prenons, les pâtisseries que nous prenons, il y a des additifs qui comportent des OGM. Vous avez plein de soja qu'on retrouve dans beaucoup de produits alimentaires. Mais rassurez-vous, sur le plan mondial, près de 70% des soja produits sont des soja OGM. Et c'est de ça qu'on tire ces additifs-là. La lécithine, par exemple. Vous comprenez? Donc tout ça circule dans nos magasins ici, pays d'importation. Par excellence, nous les avons partout, mais nous ne savons pas parce que vous ne pouvez rien contrôler et ça devient un dépotoir de tout. Donc le risque, il est là. Le risque, il est là, mais par rapport, de tout temps qu'on est signé, on n'est pas signé, le risque, il est là, on ne contrôle rien. Ce que je dis, et si je devrais vraiment faire un appel, c'est de dire, faites en sorte que nous ayons une loi sur la biosécurité qui nous permet de dire nous voulons, nous ne voulons pas, voilà comment nous devons réglementer. Mais ça relève de la compétence de qui? Volonté politique, c'est ça qui manque? Oui, dites-nous clairement que le gouvernement n'a peut-être pas la volonté politique. Je n'arrête pas de le répéter, c'est le gouvernement. Très bien. Monsieur Sagbo, une question toute précise, avec ce qu'on a entendu des experts, et qui vous a dit que vous avez beaucoup voyagé, vous mangez aux États-Unis. Qu'est-ce que vous craignez comme risque sur le plan agroalimentaire, sur le plan économique, sur le plan sanitaire? C'est quoi les risques? Moi, je ne réponds pas aux questions comme ça. Non. Vous avez posé plusieurs questions. Et je vous pose plusieurs questions. Non, attendez. Monsieur. Je vais revenir à votre question. Oui. Vous avez demandé plusieurs questions. Tout le monde est d'accord qu'il faut une loi sur la biosécurité ici. Mais on ne va pas passer toute la soirée sur la loi. Mais ils ont parlé longtemps. Vous allez parler longtemps, je vous donne la parole et vous êtes libre de la parole. Oui, je parle d'abord de ça. Allez-y. Donc, au moment où on criait, oui. Monsieur l'avocat n'était pas là. Il n'est venu que récemment. S'il doit être honnête, il le sait. Oui, ça. Attendez. Donc, on a crié. On a tout dit pour dire il faut loi.
Le colonel, vous avez mal présenté le colonel. Mais le Le gouvernement... colonel est le point focal de biosécurité au Bénin. Maintenant qu'il est admis à la retraite, je ne sais pas qui le demeure. Parce qu'au Bénin, on peut bien être à la retraite, occuper encore des fonctions. C'est pas un membre du gouvernement. Non, attendez. C'est le gouvernement qui l'a missionné avec des cahiers de charges précises. Et on lui a dit, il est point focal. Je suis surpris sur ce plateau qu'il tienne ce langage-là. Il a manqué à sa mission. On a eu 3 points focaux. 2 avant lui. On a eu, et les autres ne sont pas comportés comme lui. Très bien. Maintenant, attendez. Oui, maintenant, donc, il accuse le gouvernement aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je demande. Dans notre pays, attendez, dans notre pays. Non, il n'a pas accusé le gouvernement. À aucun moment, il a accusé le gouvernement. Dans notre pays, parce qu'il dit toujours que c'est le gouvernement qui va faire. Mais on l'a mis à l'épreuve pendant 5 ans. Il dit, tu es point focal biosécurité. On n'a pas fini de dire ça. On lui a remis. On vous a bien compris. Non, on lui a remis. Je vous repose ma question. Je vais répondre à votre question. Ne soyez pas surpris. Aucune question, moi je pense, je réponds à toutes les questions. Le temps joue contre nous. Non, parce qu'ils ont parlé beaucoup. Donc je dis que vous l'avez mal présenté le colonel d'abord. D'accord. Il est point focal biosécurité. D'accord. Et on lui a remis. C'est lui qui m'a remis son titre. Donc je ne suis pas un boucan. Non, c'est lui qui m'a remis son titre. On lui a remis le deuxième moratoire. D'accord. Pour dire, vous devez. Et entre autres, la loi. Il a fait 5 ans. Nous, on a crié pour dire il n'a pas fait la loi. Merci, M. Attendez, Sabo. Quels sont les risques? Vous devez installer un comité national de biosécurité débarrassé de toute option de biotechnologie. Très bien. Aujourd'hui, vous avez attendu le 22 mai dernier. C'est en ce moment que le colonel a montré aux Béninois son vrai visage. Maintenant. Il dit qu'il crée une ONG pour faire la promotion des OGM. Très bien. Il était mal parti. Je vous repose la question. Non, vous l'avez mal présenté. D'accord. Il a fait 5 ans et ne pas pouvoir faire la loi. Il n'a pas fait l'état des lieux des OGM. Vous demandez lui ça. Il n'a rien pu faire. D'accord. Et sur ce plateau, il dit que c'est le Bénin, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fera d'autre? Moi, je félicite notre gouvernement qui a pris successivement 2 moratoires. Donc les experts n'ont en pas se basant sur le protocole pour dire nous devons respecter le principe de précaution. D'accord. C'est ça. Maintenant, parlons justement de précaution. Je rends hommage au gouvernement Kérékou, au gouvernement Boni Yayi, qui successivement ont pris 2 moratoires pour sécuriser les Béninois, pour dire, puisque c'est une nouvelle technologie que nous ne maîtrisons pas encore, nous nous abstenons, on va regarder et après on fera. Enfin, maintenant, lorsqu'on lui dit... Répondez à ma question. Mais pourquoi il s'attaque à moi? Moi, je vais répondre. S'il vous plaît. Vous êtes le point focal. Nous sommes sur un plateau de télévision. Je vous repose la question. Est-ce que vous allez répondre à ma question? Monsieur, on l'a attendu à cette époque. Répondez-moi à ma question. Je vais répondre à votre question. Quels sont les risques que vous craignez? Il dit qu'il n'a pas l'argent. Le l'argent. temps joue contre nous. Quels sont les risques? Je vais vous le dire. Oui, dites-le parce que le temps va. Je vous le dirai. Les techniciens vont nous couper. Je vous le dirai du moins. D'accord. Je vous dis, il dit qu'il n'a pas l'argent. Le premier, il a dit que le PNUE a donné près de 200 millions pour qu'il fasse la loi. Qui? À qui? Il n'était pas là. Mais ils ont donné de l'argent pour faire ça. On est en train de nous dire que le temps est fini. Pour évaluer tout ça. Répondez-moi à la question. Les risques. C'est la question que je vous ai posée. Ils sont énormes. Citez-les. Ce n'est même plus des risques. Oui. C'est des dangers. Sur le plan... Et si je suis assis ici, je suis assis ici pour défendre, regarder les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture. Quand vous mangez aux États-Unis, vous n'avez pas peur de ces risques? Ne me posez pas cette... Je vous demande les risques. C'est ça que je dis. Je suis assis ici pour regarder les OGM. C'est quoi les risques? Dans l'agriculture, l'environnement, et la santé, l'aliment, et tout ça là pour le bonheur de l'homme. Dites-nous les risques. Donc, si vous m'avez bien suivi, les OGM, il n'y a pas d'OGM sans pesticides. J'insiste, il n'y a pas ce chercheur dans le monde entier qui dira le contraire. Dans l'alimentation, il n'y a pas d'OGM sans pesticides énormes, sans insecticides énormes. Ces 2 choses vous suffisent de répondre à votre question. Non. Est-ce que vous avez déjà des gens, techniquement, qui sont tombés malades, dont on a dit que c'est parce qu'ils mangent des OGM? Et on a dit que vous mangez aux États-Unis avec des aliments qui ont les OGM. Il m'a vu manger. Alors, c'est lui qui voyage. C'est lui qui est allé aux États-Unis qui a vu que les champs de coton sont bien et les journaux ont écrit qu'on dit un Béninois est allé aux États-Unis et a dit que le coton est bon. Vous avez demandé un temps de parole et je vous l'ai donné. Je vous repose la question. Est-ce que vous avez, sur le plan médical, vous avez
connu quelqu'un dont les médecins ont dit c'est parce qu'il a mangé des OGM qu'il est tombé, qu'il a telle ou telle pathologie. C'est la question que je vous pose. Mais je vous assure, mais est-ce que vous m'écoutez? Totalement. Totalement. Oui. Mais votre question a eu de réponse. J'ai dit, même ici, lorsque vous prenez de la salade arrosée aux pesticides, rien que ça, on n'est pas encore allé dans la technologie. Mais le professeur qui nous a sauvés, à qui je rends hommage ici, c'est les études du professeur Serralini. Serralini, c'est un Français. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a mis des rats en Syrie et il leur a donné à manger des organismes génétiquement modifiés de maïs et tout. Il a vu, pendant que Monsanto faisait ses essais au plus de 3 mois, il a fait 2 ans d'essais sur les rats. Résultat. Les rats ont développé des tumeurs. Mon ordinateur est là. C'est ça que Des j'attendais tumeurs. comme réponse. Je vous assure, c'est des tumeurs. Et vous savez, le Roundup Ready de Monsanto a été déclaré par l'OMS cancérigène. Je vous ai donné suffisamment. Vous avez de temps. entendu? Mon colonel, Je vais réagir à ce qu'il dit. oui, très rapidement. Il a dit c'est pas le gouvernement, Non, c'est les experts qui ont échoué. Et ça eux sera qui en ont même échoué. temps votre mot de fin, parce que vous avez vu qu'on nous signale peut-être qu'on refera La le première débat. des choses, c'est pour dire que l'étude de Serralini a été demandée, a été retirée par la commission Pourquoi? chargée Vous n'avez plus la parole. d'études au niveau de l'Union européenne. Donc, ces études ne sont pas valables. Vous êtes qui? Vous qualifiez ça? Vous pouvez aller encore Monsieur sur les Sabo, sites. Je vous n'avez pas la peux vous parole. donner encore les sites pour vous dire. Quand vous parlez, les autres ne parlent pas. Parce que le protocole qu'il a utilisé jusqu'à présent n'a Donc, pas respectez été le temps de parole des autres. n'a pas été vulgarisé et a été déclaré, les résultats des études ont été déclarés irrecevables. Donc on lui a même demandé de retirer ça de toutes les publications. Le problème que nous discutons ici là, les OGM est une évolution de la technologie et c'est irréversible. Ce qui nous amène dans plusieurs mondes, ça veut dire il y a plusieurs types d'agriculture aujourd'hui. À savoir l'agriculture traditionnelle, où c'est l'agriculture biologique. L'agriculture conventionnelle, où il est plus utilisé les pesticides, ce qui n'a pas signalé tout à l'heure. Et l'agriculture basée sur les produits génétiquement modifiés, qui utilisent moins de pesticides et moins d'herbicides. Donc, ça appartient à chaque pays de choisir quel type d'agriculture il veut faire, mais les 3 fonctionnent partout. Vous allez par exemple en Lettonie, eux, ils ont adopté les OGM, mais il y a des communes qui ont refusé. Donc ça appartient à chaque pays comme on le fait ici. Mais une chose, le danger pour nous, c'est que nous sommes déjà entourés par tous les pays qui font déjà les OGM. Donc nous devons prendre toutes les dispositions pour que, parce que demain, tout produit et tout aliment venant de l'Afrique de l'Ouest doit circuler au Bénin, de l'UEMOA doit circuler au Bénin, donc il ne doit pas avoir une barrière. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Sabo, votre mot de fin en 1 minute, parce que nous avons épuisé le temps. Je sais que nous sommes tous insatisfaits. Le débat va être relancé. Ce n'est pas un problème. Votre mot de fin, mais en moins d'1 minute. Voilà. Moi, je vous remercie d'abord d'avoir initié ce débat. C'est la première fois. Parce que le dernier moratoire a recommandé des battages médiatiques. C'est la première fois. Monsieur Célestin Marat, je vous félicite. Deuxième chose, nous voulons que, on a dit, la loi ne fera rien, ou bien très peu de choses, parce que c'est des hommes qui appliquent la loi. Vous avez reçu l'éditeur des œufs forêts ici, et vous lui avez dit, la cargaison de charbon qui se déverse dans nos villes, et vous avez là, qu'est-ce que vous en faites? Il dit, si lui doit interdire ce commerce et demander à ces gens d'arrêter ça, qu'il aura sous le bon Bénin. Vous voyez ça? On n'a pas un problème de loi, un problème des hommes. S'il dit ça, là, il donne libre cours aux gens de faire ce commerce-là. Donc, nous demandons aux gens de faire attention et que tout OGM qui doit rentrer dans ici doit renseigner le consommateur.
Donc c'est l'étiquetage qui fait la traçabilité. Deuxième chose, nous devons faire en sorte que les maires de nos différentes communes soient à même, avec leur population, de refuser d'accepter les OGM sur le territoire parce que la décentralisation leur a conféré le pouvoir de la gestion des ressources naturelles. Merci. Troisième chose, tous ceux qui, parce que c'est un processus, tous ceux qui ont causé des dommages à la santé, à l'environnement, biodiversité, nous devons rendre imprescriptibles les délais qui montrent qu'ils ne sont pas condamnables. Merci, M. Sabo. Merci, M. Sabo. Maître, c'est un crime. Hein? Votre mot de fin, et je rassure tout le monde, je crois que c'est un débat qu'on va poursuivre, Maître. Votre mot de fin. Merci de l'avoir dit. Je crois que j'ai... C'est un débat qu'on va poursuivre. J'ai réservé et de temps épuisé d'ailleurs. Il dit, il ne faut pas la loi, mais il demande... Moi, je n'ai pas dit ça. Ici. Mais il demande Qui a dit ça? que des crimes, des faits qualifiés de crimes soient imprescriptibles. Ça veut dire qu'il faut la loi. Il faut donc la loi. Qui a dit ça? Moi, je pense qu'on ne peut pas, une société civilisée, organisée, sans loi, cela n'existe pas. C'est clair. Et par conséquent, c'est la loi qui est l'alpha et l'oméga de toute société structurée, organisée. Il a souligné un point essentiel quand même, l'étiquetage. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je vais dire à notre ami qu'il est venu peut-être pour faire un combat. Moi, je ne suis pas dans le combat. Faire de la propagande, je ne suis pas dans la propagande. Vous n'avez pas la parole, M. Sabo. Vous avez fini. Je dis ceci. Ce document que je vous ai montré a prévu tout et plus que ça. Parce que pour que l'OGM rentre dans un pays, il y a une procédure que nous appelons l'approche, n'est-ce pas, de la précaution. Allez vite parce que le temps... Non, c'est juste pour dire que si nous ne demandons pas qu'un OGM vienne, il ne peut pas venir. Mais il y a toute une série de... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il a dit que les frontières sont ouvertes. Donc, le produit peut venir même si on ne le demande pas. Je souhaite, si vous voulez, nous allons revenir pour ne parler que de ça. D'accord. Que de ça. Parce que là, ce mélange ne permet pas aux téléspectateurs de comprendre quelque chose. Et je m'excuse, est-ce qu'ils ont vraiment compris quelque chose? Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, qui est le basique, tout le reste. La réglementation. Mais non, ça, c'est les émotions et les impressions personnelles. Ceux qui se sont réunis, le monde entier avec toutes ces compétences pour sortir ces dispositions, ben, eux, ils n'ont aucun souci de la bonne santé, de la bonne santé. Respectez le temps d'antenne des autres. Je ne comprends pas. De la bonne santé, du bien-être, de l'humain, de l'environnement. Il n'y a que mon frère d'en face qui a souci de tout ça. C'est colonel, votre mot de fin. C'est terrible. Monsieur Sabo, vous n'avez pas la parole. Je vous remercie colonel, votre mot de fin. et pour cette émission, et ça va continuer, j'espère, pour dire que nous sommes là tout juste pour donner l'information et pour que certains ne pensent pas qu'ils sont seulement détenteurs de la vérité. Vous ne pouvez pas être détenteur de la vérité sur le monde d'aujourd'hui. Le monde évolue à une vitesse tellement rapide que nous avons des années pour rattraper si un jour, parce que la biotechnologie peut être utilisée à plusieurs fins. Et pour le bien-être de l'homme seulement, pas seulement pour l'agriculture dont on parle. Hein? Donc, moi, je dis à tous les téléspectateurs pour dire que, certes, au Bénin, on n'a pas encore fait une demande officielle pour dire OGM chez nous. Parce qu'on n'a pas une loi. Et en plus, ça, les moratoires l'avaient interdit. Mais ils n'ont qu'à savoir. S'ils vont au Burkina, ils mangent l'OGM. S'ils vont au Canada, ils mangent l'OGM. C'est pas de ça qu'il s'agit. S'ils vont partout ailleurs, ils mangent l'OGM. Nos enfants qui sont en études dans tous les autres pays, la Chine, l'Inde, le Canada,
Les États-Unis sont les champions, ils mangent les OGM. Maintenant, nous souhaitons que les gens, pour se renseigner, je vais donner un Allez site. très vite parce qu'on a débordé. Le site, c'est quoi? bch.int. Toutes les informations sur tous les pays du monde par rapport aux OGM, au jour le jour, est sur ce site. Ils n'ont qu'à aller seulement, ils vont avoir les informations. Merci beaucoup, merci. Personne ne parle plus. On est à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Le thème, c'était OGM, menaces ou opportunités. Un débat assez rude avec le colonel Komlan Marcel Kako, expert en biosécurité, et puis maître Luc Martin Onkarin, avocat, environnementaliste, expert en biosécurité. Et enfin, Patrice Sagbo, représentant du Forum Biodiversité et du réseau Djinoukoum. Je l'ai dit, c'est un débat qui va certainement se poursuivre. Merci de nous avoir suivis et on a débordé suffisamment sur le temps. Merci de votre fidélité à votre émission Dossier du dimanche. Les organismes génétiquement modifiés sont-ils une menace ou plutôt une opportunité? Faut-il avoir peur des OGM? Et ces OGM ne sont-ils pas déjà dans le champ du voisin ou dans le menu du restaurant où vous mangez tous les jours? Nous parlerons aujourd'hui de biotechnologie, agriculture, génétique, biosécurité avec mes invités. À commencer par ma droite, le colonel Komlan Marcel Kako, expert en biosécurité. Il est aussi le directeur du Centre béninois de biodiversité, écotourisme et semences. Bonsoir, colonel. Bonsoir, monsieur le journaliste. À la gauche du colonel, maître Luc Martin Onkarin, avocat environnementaliste, expert en biosécurité, formateur UEMOA. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur le juge. Et à ma gauche, complètement, Patrice Sagbo, il est plutôt le représentant du Forum Biodiversité et du réseau Djinoukoum. Bonsoir, monsieur Sagbo. Une première question qui s'adresse au colonel. On va parler OGM un peu concept, sans verser dans la biochimie. Le citoyen, le béninois lambda, l'agriculteur qui a un niveau moyen, s'il entend OGM, il pourra peut-être dire organisme génétiquement modifié, mais dans le concret, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on ne peut pas modifier? On le modifie à quelle dimension et à quelle fin? En quelques mots. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Bon, pour un béninois lambda, nous pouvons définir par exemple les OGM comme étant un organisme où il y a eu combinaison de matériel génétique, à savoir que, comme vous savez, et au niveau des organismes, il y a un élément qu'on appelle gène. C'est lui qui porte les caractères que nous avons, les yeux, tout ça là. Et ici, on intervient au niveau de ce gène pour prendre le caractère intéressant pour introduire dans un autre organisme, pour obtenir un organisme qui ne ressemble ni aux parents, c'est-à-dire là où on l'a prélevé et là où on l'a déposé. Et pour pouvoir résoudre un problème. Voilà à peu près ce qu'on appelle les OGM. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut modifier? Quand je donne un exemple, maïs, on peut modifier, tomate, ce qu'on peut modifier, le riz. Oh non, tous les vivants peuvent être modifiés. Tous les vivants, on peut modifier. Mais il faut dire que ce concept est apparu, ça fait longtemps, hein, et ça a été même mis en application d'abord dans la médecine, et qui a donné... Quand vous dites depuis longtemps, ça fait quoi? Plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Et donc, c'est au niveau de l'agriculture que, en 1996, ça a été pour la première fois mis sur le marché par les États-Unis
Et c'est là que le controverse a commencé, d'autant plus que, en ce qui concerne le domaine santé, ça a permis de mettre au point l'insuline qui est disponible aujourd'hui et qu'on utilise pour le bonheur de tous ceux qui souffrent du diabète. Vous avez dit que tout ce qui est vivant peut être modifié. Ça veut dire que si je prends le cas du clonage animal, c'est aussi OGM. Expliquez-nous ça. On a vu des images de souris transformées. Non, mais ça veut dire qu'un vivant, vous savez que de manière naturelle, tout vivant a un prédateur, hein, qui soit le gène son développement. Et donc l'homme doit manger, doit subvenir à ses besoins et essaye de lutter contre ces attaques naturelles qui diminuent la productivité et le rendement. Donc, si je prends par exemple, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans la biotechnologie végétale, et là, vous allez voir le maïs, qui est une spéculation ou attaquée surtout par la pyrale. Vous avez également le soja, vous avez le niébé par exemple, et le coton, qui est une spéculation la plus attaquée à tous les stades de développement. Et il y a d'autres espèces. Si je vous comprends bien, l'idée même de modifier génétiquement une plante ou un produit, ça a un objectif bien clair. Non seulement améliorer peut-être le rendement, mais lutter contre les prédateurs dont vous parlez. Oui, c'est surtout ça. Parce que c'est les prédateurs qui entraînent la diminution de la production, parce que les cultures sont attaquées. Il faut dire que la biotechnologie existe sur deux formes. Il y a la biotechnologie traditionnelle et la biotechnologie moderne. Traditionnelle, c'est quoi? Traditionnelle, c'est ce que nous faisons d'habitude depuis nos parents les plus éloignés, où dans la nature, vous voyez par exemple telle espèce, et soit c'est le fruit qui est gros, alors que l'autre a les fruits moins gros. Vous arrivez à faire par exemple ce qu'on appelle soit le greffage, et vous arrivez à avoir une espèce qui porte les fruits et gros. Parce que le caractère qui vous intéresse, c'est les fruits. Il y a aussi d'autres méthodes qu'on utilise en biotechnologie traditionnelle, qu'on utilise au laboratoire, et on fait des vitroplans, où on n'intervient pas encore sur le gène. C'est-à-dire on fait tout juste la manipulation au niveau des éléments. On prend un porteur et on va chercher l'élément qu'on veut et on met dedans pour pouvoir avoir le sujet qu'on veut. Ça ne sert pas. Maintenant, au niveau de la biotechnologie moderne, on va beaucoup plus loin à intervenir sur l'ADN. Bon, quand on dit l'ADN, c'est plus complexe. Je pense que nous n'allons pas nous mettre à expliquer ça là ici. Monsieur Sagbo, je saute exprès, maître, parce que je sais qu'on va aborder tout à l'heure la réglementation. Et monsieur Sagbo, la théorie qui est, disons, sur laquelle se fondent les OGM, on dit qu'il faut nourrir la planète qui n'arrête de connaître une croissance démographique, il faut la nourrir tout en protégeant l'environnement. Est-ce que c'est une thèse qui vous paraît bien fondée? Merci, monsieur le journaliste. Donc, je parie que les téléspectateurs n'ont rien compris de ce que le colonel a dit. Rien compris, absolument. Vous pourriez peut-être l'expliquer ça? Un OGM, c'est quoi? C'est un organisme de départ à l'état naturel. Il peut être un végétal, un animal ou un micro-organisme qu'on ne voit pas, auquel on a ajouté ou retiré un caractère au laboratoire pour obtenir un organisme nouveau pour un intérêt donné. C'est ça. Donc, comment on l'obtient?
C'est ça qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. Parce qu'on va faire, moi je ne suis pas biotechnologue, je ne suis pas généticien, mais j'ai fait le bac. On ne pourra pas faire de non, j'ai chimie fait le bac D. D'accord. Donc on est biologiste aussi. D'accord. Je suis en domaine aussi. Expliquez. Et j'ai fait aussi la biosécurité. Donc expliquez plus simplement. J'ai été formé pour la biosécurité à l'université. Oui, partout. Comme vous avez dit que le colonel a expliqué, personne n'a compris. Peut-être que donc le premier aspect, c'est ça. Comment on l'obtient? Donc, si on prend le coton par exemple, le coton. Oui. Donc, on a vu que le coton à l'état naturel, lorsqu'il est planté de manière conventionnelle, était traité plusieurs fois. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont découvert dans le sol un micro-organisme qui, à l'état naturel, sécrète une substance toxique pour se protéger contre ces agresseurs. Et on est allé extraire de ce micro-organisme, cet insecte, le gène qui lui permet de sécréter cette substance toxique pour se protéger. Et on dit qu'on va introduire dans ce cotonnier-là, ce gène, pour que lui-même, il s'autoproduise un produit toxique pour que les ravageurs ne viennent plus l'attaquer. C'est la promesse que Monsanto a faite à tout le monde. Donc, si vous me suivez bien, j'ai parlé d'insectes et j'ai parlé de coton. Ça veut dire qu'on est parti de l'animal pour venir à un végétal. Alors qu'à l'état naturel, Dieu a su faire ces choses pour que la barrière d'espèces ne soit jamais franchie. Un animal reste un animal, un végétal reste un végétal. Pour être plus clair, pour que les gens comprennent, lorsque vous êtes dans une basse-cour et que vous avez même, on reste dans le domaine des oiseaux, et que vous avez des poulets, vous avez des pintades, vous avez des canards, vous n'allez jamais voir, déjà dans le règne animal, des canards monter des dindes. Est-ce que vous me suivez bien? Mais la modification se fait sur le coton lui-même. Oui, suivez d'abord. On n'a pas pris le maïs. C'est-à-dire qu'on n'ira pas, Dieu n'a pas fait les choses pour que... Je suis d'accord avec vous. Vous voyez maintenant. Bien sûr. Donc, le premier reproche, et qui appelle à l'éthique, c'est qu'on a quitté le règne animal pour venir dans le règne végétal et on a mis au point quelque chose. Et ce quelque chose, on a mis un brevet dessus. Et ce brevet, ça veut dire que le coton à l'état naturel, qui appartenait à quelqu'un avant, on dit que lorsque nous avons mis notre technologie dedans, que ce nouveau produit devient le nôtre et par conséquent, on met un droit de propriété dessus. Ça veut dire que c'est la privatisation du vivant. Très bien, on va y aller. Et ce n'est pas fini. On reviendra. Le débat, vous n'allez pas garder la parole tout le temps. Je veux avoir l'avis du juriste quand même sur la question, parce que vous êtes tous des bio. Bien, je crois que on vient pour expliquer aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Vous me donnerez 1 minute. Prenez-la. Pour être simple. Vous voyez, Monsieur Sabo s'est habillé en vert foncé. Je suis en tout blanc. Si, pour éviter que ma chemise se salisse vite, j'ai besoin d'avoir cette teinte dans mon blanc, on prélève son vert en termes de caractère. C'est ça qui est le gène. Techniquement, ce gène, on va l'introduire, après l'avoir isolé, dans mon blanc, pour que le blanc ne soit plus blanc pur, mais porterait ce caractère parce que le résultat voulu est qu'il ne faut pas que ça se salisse vite. Ce que vous dites est un peu peut-être à l'image de ce que le cadre nous a montré tout à l'heure. Maïs, colonel, je ne sais pas si vous regardez le maïs que nous avons à l'écran. Bien, donc je caricature ça. Il a un maïs blanc, on veut avoir la couleur jaune. On ira prendre l'organisme qui a cette couleur qu'on veut introduire dans ce maïs. La technologie a les moyens d'aller prélever ce caractère qui est un gène, et puis la technique de l'introduire
C'est pour ça qu'il a parlé de laboratoire. Ça se fait au laboratoire. Puis ensuite, ce maïs ne sera plus tel qu'il est à l'identique là. Il change. On dit qu'il est génétiquement modifié. Donc, une plante est génétiquement modifiée lorsque, en cette plante, on a introduit un nouveau caractère qu'on appelle transgène. La technique et le caractère, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être plusieurs qu'on introduit dedans, fait qu'il modifie son génome, c'est-à-dire son bagage génétique. Très bien, on a compris. Je crois qu'on ne va pas trop s'attarder sur le concept, mais je suppose, et on vient de le dire, il y a un objectif derrière. On a dit qu'il y a une croissance démographique, il faut nourrir la planète, il faut la nourrir avec, disons, des produits de qualité. Et je m'en vais poser la question au colonel. Est-ce que, franchement, les OGM, c'est la panacée face à la pauvreté de la planète? Merci pour la question. On viendra après sur les questions de sécurité alimentaire. Les OGM ne constituent pas une panacée, d'autant plus qu'il n'y a pas de risque zéro. Et c'est pour cela que, en 1992, à Rio de Janeiro, quand les grands de ce monde ont adopté la Convention sur la diversité biologique, le problème a été évoqué. Mais à ce stade, ils ne se sont pas entendus sur comment ça doit se passer. Mais on a identifié que la biotechnologie moderne peut constituer un problème. Et là, ils se sont donné près de 10 ans pour arriver au protocole de Cartagena qui porte sur la prévention des risques biotechnologiques, signé par notre pays et ratifié par notre pays. Et là encore, les gens ne se sont pas entendus sur l'aspect responsabilité et réparation des dommages. Très bien, on va arriver là. Pour ne pas être trop technique, il faut que ceux qui nous suivent peut-être prennent l'exemple d'un certain nombre de pays où on dit que ça a marché. Et je ne vais pas aller plus loin. Au niveau de l'Afrique, quels sont les pays qui ont souscrit disons, à l'introduction des OGM? On cite souvent l'Afrique du Sud, le Burkina Faso. C'est quoi ces pays et quels sont les résultats qu'on a obtenus? Au niveau de la sous-région, au niveau de l'UEMOA, le seul pays, c'est le Burkina Faso. Ce qui signifie que la réticence est assez grande. Le Burkina Faso est parti. En tout cas, le Bénin a pris des moratoires. Un premier moratoire et un deuxième moratoire. Les deux sont déjà arrivés à terme. Depuis 2013. Depuis 2013. Donc le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso avait un problème au niveau du coton. La filière coton devait disparaître au niveau du Burkina. Et comme le monde aujourd'hui est ouvert, les producteurs se sont manifestés au niveau des autorités pour dire le coton ne peut pas disparaître de nos spéculations parce que ça permet aux populations de subvenir à leurs besoins. Donc, mais ce problème de ravageurs qui s'opposent à nous, il paraît qu'il existe quelque part une espèce qui peut résister à... C'est comme ça que c'est parti au niveau du Burkina Faso, qui ont contacté les sociétés, les pays qui produisaient cette technologie. Et là, le Burkina, ils ont mis au point une variété de coton qui a une synthèse, c'est-à-dire d'abord c'est une variété de chez nous ici, qu'ils ont utilisé pour introduire maintenant le gène qui protège contre les ravageurs. Ici, quel est ce qu'on a obtenu probablement? La première des choses qu'on a obtenues, c'est que avec cette variété, si vous traitez avant 7 fois, parce que vous savez que les pesticides constituent un problème pour l'environnement. Et avec le coton conventionnel, vous pouvez traiter jusqu'à 10 comme ça. Mais avec cette technique, vous traitez seulement 2 fois. Donc vous économisez 4 litres. On suppose que c'est 6 litres que vous traitez avant. Aujourd'hui, vous devez utiliser seulement 2 litres. Ça veut dire que sur le plan environnemental, il y a déjà
l'environnement a été épargné au moins déjà de 4 litres de pesticides. Hein? En plus ça, il y a la dureté du travail qui est diminuée, d'autant plus que cette technique s'utilise avec de l'herbicide tolérant. Quand vous utilisez ça, vous n'utilisez plus les techniques de sarclage traditionnelles. Oui, vous êtes déjà dans les avantages des OGM. En dehors du coton, est-ce que le Burkina fait des produits alimentaires? Non, en dehors du coton alimentaire, quand vous prenez le coton alimentaire aussi. Oui, puis il y a l'huile. Il y a l'huile. Mais l'huile de coton est utilisée au Burkina. Le Burkina utilise à près de 80% de son huile vient du coton. Et qui dit Burkina dit Bénin. Oui. Vous allez au Burkina, si vous mangez, l'huile qu'on utilise, c'est l'huile du coton, du Burkina. En plus, ceux qui viennent de l'extérieur. Donc pour le moment, le Burkina, c'est seulement le coton. C'est le coton. Mais ils sont maintenant, parce que les OGM ne se font pas comme les autres cultures. C'est des stades. Vous avez d'abord le stade laboratoire. Après ça, vous avez le stade semi-confiné. Et après ça, vous allez au champ ouvert. Est-ce qu'il y a un pays au niveau de l'Afrique et peut-être de la sous-région qui utilise, où on a introduit les OGM au niveau d'un certain nombre de produits que vous venez de citer, le maïs, par exemple, tomate, quel est le pays? Le maïs, par exemple, au niveau du Ghana, actuellement, est déjà au champ. Le maïs au niveau du Ghana. Le Nigeria, n'en parlons plus. Le maïs, eux, ils sont au niveau du manioc. Et actuellement, ils sont déjà presque, ils finissent bientôt en 2000, nous sommes en 2015 maintenant. Certainement en 2007 déjà, ils seront déjà au champ. Très bien. Je vais interroger l'avocat qui maîtrise les rouages de la réglementation. Le colonel vient de nous dire qu'il y a eu déjà 2 moratoires, 2002 qui a expiré, 2008 et qui est fini depuis 2013. On est à quelle étape aujourd'hui au Bénin? Est-ce que nous avons des produits déjà OGM, peut-être produits au Bénin? Je ne parle pas de ceux qui entrent comme l'huile du coton burkinabé. On en est où aujourd'hui au niveau de notre pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi de faire un petit pas en arrière pour revenir sur la question que vous avez posée. En vérité, l'instrument capital fondamental qui règle toutes les questions relatives au développement des biotechnologies modernes, c'est la Convention sur la diversité biologique, qui a 3 objectifs sur lesquels je ne reviens pas, mais il s'agit essentiellement de la préservation, de la conservation de la biodiversité et comment pérenniser cela pour que ce soit utile pour nous. Déjà, dans cet instrument international, dans cette convention, la communauté internationale, comme il dit, c'est l'ONU qui a organisé le sommet de Janeiro en 92, juin. Et donc, cette convention qui a été adoptée à Nairobi le 22 mai 1992 et qui a été ouverte à la signature à partir du 5 juin, a déjà reconnu que cette technologie comporte des avantages et des risques. Je voudrais donc pour la suite que ce débat de « il y a risque, il n'y a pas risque », qu'on l'évacue. Il y a risque. Mieux. Parce qu'il y a des risques et qu'il y a des avantages, ne parlons pas des avantages parce que c'est les risques qui préoccupent les consommateurs d'une manière ou d'une autre. Eh bien, la communauté internationale, je veux dire tous les pays du monde qui sont concernés, plus de 173 quand même, ont pu arriver à adopter un protocole qu'on appelle le protocole de Cartagena, qui est le protocole sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique. Ce protocole, qui est un instrument privilégié, qui définit comment il faut prévenir les risques, tout au moins les réduire, pour que cela ne soit pas un fléau mondial, tous les éléments sont là. Le problème fondamental, c'est de savoir
comment mettons en place les mécanismes qui sont prévus pour que la santé de la population soit préservée. Déjà, quels sont ces mécanismes? Que tout est dedans. Si je vais y aller progressivement. Que l'environnement soit préservé, ne soit pas bouleversé, au point que cela pose des problèmes à l'humanité. N'est-ce pas? Donc, et que dans la mise en œuvre donc, de cette biotechnologie moderne, eh bien, on voit que les aspects socio-économiques ne perturbent pas le bien-être des populations, puisque nous sommes en plein dans ce qu'on peut appeler le développement durable. Voilà de quoi il s'agit. Donc, maintenant, venons à l'état de lieu au Bénin. Ce protocole qui a été donc adopté et que le Bénin a ratifié. Demande à chaque partie, ces États qui ont ratifié, qui sont partis, demande qu'ils mettent en place un certain nombre d'organes, de structures au plan administratif, au plan technique, au plan scientifique. Je dirais même au plan des ressources humaines, ça commence d'ailleurs par là, dont toute une batterie de précautions pour que, ma foi, les risques potentiels qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne maîtrise pas, n'est-ce pas? Eh bien, on puisse réduire leur effet s'ils devaient arriver un jour. Par rapport à ça, et compte tenu donc justement de cet esprit, de cette peur qui a gagné beaucoup de gens, eh bien, notre pays a pris des précautions sur le principe de précaution en exécution de cela pour prendre 2 moratoires successifs, soit 10 ans. Qui ont expiré déjà. Qui ont expiré depuis mars 2013. Nous en sommes là. Mais nous sommes dans quel cadre institutionnel en ce moment par rapport aux conventions que nous avons ratifiées? Le protocole devient l'instrument de travail de l'État. Il s'agit de mettre en place les institutions, les organes, les mécanismes. Et pour le moment, nous ne l'avons pas encore fait. Parce que pour le faire, il faut prendre une loi qui organise tout ça. Et donc, une loi suppose que le gouvernement prend l'initiative, suppose qu'on soumet ça au débat public, que le Parlement fasse son travail, que toutes les compétences et toutes les composantes de la société y prennent part, et qu'à partir de ce moment, lorsqu'on sait très bien ce que l'on veut faire, eh bien, la loi, elle est votée, elle est impersonnelle, elle s'impose à tout le monde, et à ce moment-là, nous nous attelons à la mise en œuvre de ce protocole. Ça veut dire qu'on a encore plusieurs étapes à franchir. On n'a encore pratiquement rien fait. Ce qui ne nous garantit pas que nous sommes en sécurité, puisqu'il y a d'autres produits qui pourraient venir. On a parlé tout à l'heure du Burkina Faso, et j'ai vu M. Sabo sourire pendant que le colonel expliquait un peu les avantages des OGM. Qu'est-ce qui ne vous rassure pas, M. Sabo? Moi, mon problème, vous les avez les deux, là. Oui, qu'est-ce les deux sont ensemble. Non, si moi, je dois venir ici pour servir de faire valoir, non, vous n'êtes pas. Donc, il faut bien répartir le temps de parole. Oui, bien sûr, je vous donne la parole. Voilà, c'est ça. Et vous allez la prendre. Très bien. Donc, lorsque je parlais, parce qu'il faut que, ici, c'est pour éclairer allez-y dans l'éclairage. Non, c'est ça. C'est pour, si notre débat n'a pas pour objectif d'éclairer la lanterne des publics, pour eux-mêmes. Vous perdez vous-même le temps. Allez-y, qu'est-ce qui ne vous rassure pas? Lorsque j'avais dit, si on ne dit pas les choses, on comprendra. Donc, je continue pas là où j'avais laissé la parole. Donc, là où nous sommes actuellement, dans le monde entier, il y a 2 catégories d'OGM. Il y a une catégorie qui est résistant aux insectes et l'autre catégorie est tolérante aux herbicides. Ça veut dire que la technologie OGM a mis au point 2 choses.
deux choses qui sont dans la graine. Les deux peuvent être dedans ou bien séparément. Donc, on a fabriqué une graine, une semence qui est là pour sécréter de l'insecticide. En lui-même, c'est ça. Deuxième chose, l'autre catégorie est là et on sème et lui, rien ne l'attaque, mais on va répandre du pesticide autour d'elle et elle aspire comme une éponge tout ce pesticide-là en elle. Et c'est ça, les deux catégories que nous avons. Si, par exemple, on a un maïs qui est de cette catégorie, le soja, par exemple, on prend le soja, et que le soja a du pesticide en lui, et qu'on donne aux gens dans la nourriture, et les effets s'accumulent. Encore que dans notre pays ici, on n'a aucun système pour aller contrôler systématiquement la santé des gens. On n'a pas la sécurité sociale. Vous voyez, c'est ça. Et l'autre danger, lorsqu'on plante le coton et qu'on dit on met du Roundup Ready, on appelle ça herbicide total. Ça veut dire que le cotonnier, lui, il est là, il résiste, il asperge tout ce qui est autour de lui est détruit. La biodiversité est partie totalement. Le sol, les micro-organismes qui sont dans le sol sont totalement détruits, donc le sol est devenu stérile. Qu'est-ce que nous fabriquons en ce moment-là? Tout ce qu'ils ont dit, c'est de la théorie. C'est-à-dire on est terre à terre. Aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso. Pour produire le coton, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a les deux choses. Le coton en lui-même, le cotonnier, a l'insecticide en lui-même. Deuxième chose, pour le planter, on dit le cultivateur n'a pas besoin de cultiver. Il dit réduction de peine. On met le Roundup Ready. Et c'est ça qui détruit tout autour de lui. Et lui, il garde, il ne meurt pas. Le sol est détruit. La nappe phréatique est détruite. C'est de ça que nous parlons. Si le sol est détruit, oui. Je prends le cas du Burkina Faso voilà, que vous citez, si le sol est détruit, oui. Comment ça s'explique qu'il continue à produire le coton? Voilà. Ça veut dire quoi? Donc le sol est détruit, le sol n'a pas de vie. Vous savez que pour produire, on a besoin d'un bon sol, on a besoin de l'eau, on a besoin de la semence, on a besoin d'appui. Si le sol perd toute sa fertilité parce qu'on déverse des pesticides sur ça, les autres vont dire, puisque votre sol n'a plus de pouvoir pour produire, on vous vend des engrais chimiques. C'est eux qui vendent des pesticides, c'est eux qui vendent encore des engrais chimiques. À votre avis, c'est ça la dépendance. Il y a une visée commerciale. C'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est des multinationales qui n'ont pas de beaux yeux pour les gens. Ils ne sont pas philanthropes. Ils sont là pour faire des bénéfices. Et vous avez posé une question tout à l'heure pour dire, est-ce que ça peut réduire régler les problèmes de faim, des trucs comme ça? Ils n'ont pas fait les OGM pour réduire des problèmes de faim. Les OGM sont faits pour des intérêts commerciaux. Totalement ça. Tout le monde le sait dans le monde entier. Et ici, je suis étonné que des experts, ils ont dit qu'ils sont des experts en biosécurité, des formateurs de l'UROA. Mais je suis surpris qu'on n'ait pas dit, parce que ce n'est pas du chimère. C'est concret. Ici, le Burkina Faso, là, c'est concret. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Vous avez demandé, il faut que les gens disent la vérité. Actuellement, Monsanto a reconnu l'échec du coton BT au Burkina. Monsanto, c'est bien la multinationale qui a pris sa capitale dans l'Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou. Et c'est lui qui est le chef de file de toutes les autres multinationales qui produisent les. Attendez, vous lui avez dit, quel est le pays dans la sous-région où on a expérimenté le coton et avec des résultats? Ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il y a des articles. Prenez Jeux d'Afrique. Jeux d'Afrique. Votre confrère. Bien sûr. Allez lire. Actuellement, ils ont fait 2 promesses fondamentales aux cultivateurs. Monsanto a fait 2 promesses dans son contrat. Il dit dans le contrat, je vais faire en sorte que les rendements s'accroissent. Deuxième chose, la qualité de la fibre sera améliorée. Il a échoué sur tous ces 2 plans. Actuellement, où je vous parle, il est en passe. Non, est-ce que vous dites que le coton du Burkina Faso n'a pas une bonne fibre, c'est ça? Totalement, c'est fini. La fibre s'est rabougrie. La fibre, et l'interprofessionnel du coton au Burkina Faso, aujourd'hui, veut réduire toutes les preuves pour que Monsanto indemnise les producteurs depuis 2008 qu'ils ont commencé l'exploitation. Et
beaucoup de reportages ont montré que la fibre ne marche pas, le rendement n'est pas au rendez-vous, le rendement qu'on a promis n'est pas au rendez-vous. Et Monsanto cultivait 70% des surfaces de coton au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'interprofessionnel a dit jamais. À partir de maintenant, on réduit ta surface de moitié. Et prochainement, l'étape prochaine, c'est que nous t'assurons en justice. C'est ça maintenant. Il faut dire la vérité aux populations. C'est ça. On n'a rien à perdre et rien à gagner. Nous sommes ici pour éclairer, pour que nos dirigeants fassent des choix conséquents. Pour finir, oui. Je ne comprends pas que des experts, des juristes qui sont devant moi ici, parce que c'est eux qui nous ont invités en octobre dernier pour dire qu'ils ont eu un fonds au Baba pour faire de la loi sur la biosécurité en un mois. Mais nous avons été à leur atelier parce que nous refusons de faire la politique de l'assiette vide. On est allé là-bas. Le collègue a choisi son fils pour faire le rapport de l'atelier. Bon, à l'heure où je suis assis ici, on n'a pas le rapport de l'atelier depuis octobre 2014. Très bien. Et c'est monsieur l'avocat qui est le consultant de cette loi-là. Cette loi est où? Je vous ai donné suffisamment de temps d'antenne. On va revenir tout à l'heure. On va aller de manière peu passionnée. Maître, il a évoqué un problème, puisque vous-même, vous avez dit que les téléspectateurs qui nous regardent, ce qui les préoccupe, c'est le risque. Qu'est-ce qu'il y a comme risque? Les avantages, on les a cités, mais j'ai une question. Est-ce qu'on évalue, parce qu'il dit c'est toxique, est-ce qu'il y a des moyens d'évaluation toxicologique des OGM? Peut-être le colonel ou vous, je sais pas. Non, je vais vous dire mon point de vue. D'accord. Et après, le colonel ajoutera. Je crois que... Il a dit d'abord que ça détruit le sol. Non, je suis venu ici sur un plateau de télévision et non sur un ring de boxe. D'accord? J'espère qu'il n'y a pas la boxe. Et il n'est pas de mon tempérament de faire du on n'arrivera pas là. Et je ne sais pas faire des injures et des insultes. Monsieur Sabo, vous avez eu votre temps d'antenne. Les insinuations qui n'ont rien à voir avec ce débat ne permettent pas aux téléspectateurs de comprendre quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on va boucler le temps de l'émission sans que on en ajouterait à la confusion. Je vais vous dire. Évaluation toxicologique. Non, mais répondre comme ça, c'est en ajouter à la confusion. D'accord. Si c'est comme ça, ce n'est pas la peine de venir ici. Bien. J'ai la possibilité de faire valoir mes opinions ailleurs, dans d'autres canaux. Je voudrais dire, et je l'ai dit tantôt, que il n'y a pas de risque zéro, que le risque est reconnu. J'ai dit qu'il y a des avantages. Nous ne sommes pas encore là. J'ai dit qu'il y a une batterie de mesures qu'on peut prendre pour réduire ces risques et qu'il faut commencer par une loi sur la biosécurité. Qu'on me dise que cela existe. Chacun fait son expérience. Mais on parle de Burkina, etc. Moi, mon problème, ce n'est pas Burkina-Bénin. Je vais vous dire, dans le monde entier, il y a l'opinion publique dans tous les pays qui s'exprime. Suivez bien l'évolution. Vous verrez que, eh bien, l'opinion des Amériques, de façon générale, je vous le dis, de façon générale, allez chercher. L'Amérique, les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Brésil, etc. L'opinion est moins hostile et plus ouverte aux OGM et représente une très bonne, donne un bon accueil aux OGM. Suivez-moi bien. Je vous suis. C'est vrai qu'il y a des adeptes de l'agriculture bio qui font leur pression. Mais là où l'opinion est hostile, et j'allais dire très peu ouverte aux OGM, c'est en gros l'Europe. Alors, si vous venez en Afrique de façon globale, vous verrez que c'est les pays
anglophones, hein, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Ouganda, le Kenya, etc., c'est eux qui sont les plus avancés aujourd'hui. A contrario, vous verrez que les autres pays, surtout, enfin, nous suivons la voie de nos maîtres. De façon que nous-mêmes, nous n'avons pas une politique, une vision de la question. Il faut faire intervenir les compétences qu'ils réfléchissent pour qu'on ait une politique de cela. Mais on a déjà pris des engagements qu'il faut respecter et par conséquent, il faut aller à un test national qui nous permette de travailler. Alors à ce moment-là, on verra si dans la mise en œuvre, il y a des problèmes. Si on règle correctement, on suit correctement les mécanismes, si on aura les résultats qui sont en décret. Vous me donnez une transition pour demander au colonel, qu'est-ce qui bloque l'adoption d'une loi sur la biosécurité? Puisqu'il a dit, pour le moment, on n'en a pas, on est obligé de suivre les textes que nous avons ratifiés au plan international. Qu'est-ce qui bloque l'adoption d'une loi sur la biosécurité au niveau national? Merci. Et je vais dire que, d'abord, que le Bénin, en signant la Convention et le protocole de Cartagena, a accepté déjà la biotechnologie moderne. Ça, le maître l'a dit déjà. Une question. Tu as posé une question, je vais vous dire, il y a 610 articles scientifiques qui confirment la sécurité des aliments dérivés des plantes génétiquement modifiées. Je peux vous donner le site, vous pouvez aller sur le site. Parce qu'aujourd'hui, le monde des choses là, le monde est à la maison. Mais je crois que sur le plan national, une loi, comme il l'a dit... Oui, la loi, pourquoi la loi? D'abord, pourquoi la loi? Pour pouvoir finaliser. Nous, quand le protocole a été signé, on n'a pas élaboré... Est-ce que c'est la pression peut-être des associations de consommateurs ou, Non, moi je suis un militaire. Qu'est-ce qui fait que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire adopter moi je suis un militaire. Une fois que mon pays déclare la guerre, oui, je vais à la guerre. Mais une fois que c'est fini, je me retire. Les conditions qui ont amené notre État, étant donné que c'était une nouvelle technologie qui n'était pas maîtrisée, on espérait qu'en prenant les moratoires, on pouvait avoir les instruments institutionnels et juridiques. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé à le voir. Mais en temps... Sans vous arrêter, est-ce qu'il y a un pays africain qui a déjà au moins une loi au plan national? Oui, le Burkina. Le Burkina. Le Burkina en a. Le Togo, même à côté ici, non. Nous, on n'a pas bénéficié aussi, surtout parce que quand vous prenez le moratoire, notre pays est un pays sous-développé et les priorités sont nombreuses. Pas plus sous-développé que le Burkina Faso. Ah, mais dis donc. Mais nous sommes sous-développés. Et nos priorités sont multiples. Et par rapport à ça, par exemple... En termes clairs, biosécurité, ce n'est pas encore une priorité des pouvoirs publics. Bon, je ne le dis pas, je ne dis pas comme ça. Mais vous prenez par exemple l'EHPAD. L'EHPAD a créé une institution pour supporter les pays, pour élaborer les lois. Mais le fait que nous avons pris par exemple un moratoire, on n'a pas pu bénéficier de cet appui. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de ressources pour pouvoir élaborer une loi nationale. Et en plus, en temps, il y a un protocole additionnel qui est intervenu. Et le protocole additionnel, c'est ça qui parle de la responsabilité et de la réparation des dommages causés éventuellement par les OGM. Donc, je pense qu'on a déjà signé ce protocole additionnel, il reste à le ratifier. Et une fois ratifié, il faut en faire maintenant une loi nationale. Et cette loi nationale est nécessaire pour pouvoir... Parce qu'en fin de compte, quand on dit les OGM, chaque pays est libre de faire comme de ne pas faire. Aujourd'hui, l'agriculture est libre. Chacun choisit le moyen qu'il veut pour atteindre. Mais vous ne pouvez pas être dans l'agriculture, vous voulez faire de l'agriculture compétitive et ignorer toutes les techniques qui permettent d'améliorer les choses-là. Parce qu'il ne suffit pas de parler. Hein. Mais mon colonel... Moi, je voulais par exemple... Laissez-moi. Oui. Je voulais par exemple que monsieur me démontre que tel sol utilisé au Burkina a fait détruire telle chose-là. Je vais vous dire, il y a une étude qui a été effectuée dans les deux systèmes, à savoir dans le champ conventionnel et dans le champ utilisé en OGM. Oui, et j'ai envie de vous demander,
vous parlez peut-être pour ceux qui ont des fermes industrielles ou de grandes fermes, pour le paysan moyen, même avec l'introduction des OGM, qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il va changer là-haut? Qu'est-ce qui va changer? On n'est pas obligé de... Qu'est-ce qui va changer pour le paysan? Et il va être dans l'obligation d'acheter des semences. Comment il fait? Mais vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans produire les semences. Oui. Mais vous savez que dans ce pays... Mais quand on produit une semence, on garde une partie pour la semer plus tard. Mais même les semences, d'abord pour faire de la biotechnologie moderne, est-ce que vous savez que c'est les semences traditionnelles qu'il faut conserver? Et c'est pour cela que moi, je suis dans les semences. D'abord, il faut conserver les semences traditionnelles. Parce que c'est là qu'il faut aller chercher des caractères qui intéressent. Et la biotechnologie moderne permet de caractériser ces semences. Si vous ne les caractérisez pas, quelqu'un peut prendre seulement votre semence que vous prenez, vous pensez que c'est quelque chose de précieux, et modifier seulement, et puis ça devient sa propriété. Parce qu'aujourd'hui, les semences sont licenciées. Donc, à partir de ce moment, une fois que vous acceptez, le pays est libre. Le Mali, par exemple, le Mali n'est pas parti sur les OGM au niveau de l'agriculture. Et ils ont choisi, par exemple, les moustiques, parce qu'ils ont pris comme priorité la lutte contre le paludisme. Donc ça appartient à chaque pays. Une fois que la loi est élaborée, ça appartient à chaque pays de choisir ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il ne voyage pas, il va aux États-Unis? Il ne mange pas là-bas? Il va au Canada, il ne mange pas. Vous aurez l'occasion de répondre, M. Sabo, si vous voulez qu'on suive le débat avec sérénité, vous aurez l'occasion de répondre. Laissez-le finir. Il va aux États-Unis, il mange. Il va au Canada, il mange. Il va en Inde, il mange. Il va en Chine, ce sont les grands des OGM. Nos enfants sont aux États-Unis, non? Ils mangent. Mais puisqu'on parle du Bénin, est-ce que vous êtes en train de me dire que dans nos restaurants, dans les hôtels, nous avons éventuellement déjà des produits OGM que nous mangeons tous les jours? Si nous sommes à côté du Burkina Faso et nous sommes à côté du Nigeria, il serait vraiment prétentieux de dire qu'il n'y en a pas. Mais nous, il faut maintenant faire les études. Vous pouvez savoir. Et je pense que... Qui doit le faire, ces études? Vous avez des laboratoires, non? Non, moi, ça c'est l'État. C'est l'État qui doit... Il y a quand même je suppose qu'il y a des structures de contrôle. Il y a un laboratoire de biosécurité aujourd'hui. Je donne la parole. Je dois vous dire ceci. C'est pour rassurer les téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des structures de contrôle? C'est exclusivement pour eux que j'ai accepté de venir sur ce plateau. Oui. Et moi, je ne suis pas représentant d'un lobby, d'un groupe qui veut défendre les OGM ou qui est contre les OGM. Non, ce n'est pas ma démarche. Et je ne suis pas dans cette démarche. Je suis un homme de science et il m'a plu de faire des recherches dans ce domaine et de comprendre les mécanismes. Qui contrôle tout ce qui entre au Bénin? Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, je reviens toujours là-dessus, parce que je ne pense pas que ce soit le seul débat. Bien sûr. On peut avancer toutes les idées et donner tout ce que l'on veut. Le temps est là pour nous permettre de voir clair. Je préfère aller méthodiquement. Je dis et je répète que lorsque notre pays se donnera une loi et mettra en place les mécanismes, puisqu'il y est tenu, c'est un protocole, c'est un accord, c'est un traité international. Écoutez, non, excusez-moi, je ne veux pas lire, je voudrais juste vous dire ceci. On vous a compris en fait la question, je ne sais pas si vous la comprenez. Je vais répondre à votre question parce que il est important d'attirer l'attention des téléspectateurs là-dessus. Nous sommes là au protocole de Cartagena en son article 2, n'est-ce pas, alinéa 2. Les parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert, la libération de tout organisme génétiquement modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique en tenant compte également des risques pour la santé humaine. C'est une obligation qui s'impose. Donc, ce n'est pas moi qui le dis et
notre pays l'a signé, ce n'est pas moi. Oui, Il s'agit de l'État. Je suis d'accord avec vous. Si nous Je n'avons dis dans pas notre une pays. loi qui met en place ces organes et ces mécanismes, Donc, on il ne peut n'est pas pas possible de contrôler. Non, mais vous avez quel instrument, quel laboratoire, qu'est-ce qui autorise et qui permet de contrôler? Nous sommes dans un domaine particulier, spécifique. Pardonnez mon ignorance, colonel. non, Dana, toutes ces structures, donc ils ne contrôlent pas il ne le peut- riz, tout ce il que ne- nous mangeons. non, Personne il ne ne contrôle. peut pas. Ils n'ont Ah bon, pas Le la seul possibilité de laboratoire faire. aujourd'hui, c'est le laboratoire de biosécurité qui peut le faire. Et vous le faites. Enfin, Non, le c'est laboratoire le fait. l'université. Est-ce que le laboratoire le fait? Ah, il faut lui demander. Il faut lui demander. Ben, vous êtes des spécialistes, vous êtes, Non, mais pour vous êtes lui- mieux placés pour le pour savoir lui avant d'être sur ce demander, plateau. Moi, je il ne suis pas, faut- je ne il suis faut- pas, Non, il faut je ne lui suis pas demander. spécialiste de biosécurité. Vous ne voyez pas ce que je dis. Oui, je vous écoute. Il faut une loi. Tant qu'il n'y a pas la loi, Et ce n'est pas possible. Vous avez posé une question, j'ai souri. Est-ce que des OGM circulent au Bénin? Je ne peux pas dire oui, j'en ai pas la preuve. Je ne peux pas dire non, mais certainement que oui. Mais ne serait-ce que les biscuits que nous prenons, les pâtisseries que nous prenons, il y a des additifs qui comportent des OGM. Vous avez plein de soja qu'on retrouve dans beaucoup de produits alimentaires. Mais rassurez-vous, sur le plan mondial, près de 70% des soja produits sont des soja OGM. Et c'est de ça qu'on tire ces additifs-là. La lécithine, par exemple. Vous comprenez? Donc tout ça circule dans nos magasins ici, pays d'importation. Par excellence, nous les avons partout, mais nous ne savons pas parce que vous ne pouvez rien contrôler et ça devient un dépotoir de tout. donc le risque, il est là. Le risque, il est là, mais par rapport, de tout temps qu'on est signé, on n'est pas signé, le risque, il est là, on ne contrôle rien. Ce que je dis, et si je devrais vraiment faire un appel, c'est de dire, faites en sorte que nous ayons une loi sur la biosécurité qui nous permet de dire, nous voulons, nous ne voulons pas, voilà comment nous devons Mais ça réglementer. relève de la compétence de qui? Volonté Mais politique, la c'est loi- ça qui manque. Oui, c'est le dites-nous gouvernement. c'est le- clairement que le gouvernement n'a peut-être pas la volonté Je politique de le n'arrête faire. pas de le répéter, c'est le gouvernement. Très bien. Monsieur Sagbo, une question toute précise, hein, avec ce qu'on a entendu des experts, et qui vous a dit que vous avez beaucoup voyagé, vous mangez aux États-Unis. Qu'est-ce que vous craignez comme risque sur le plan agroalimentaire, sur le plan économique, sur le plan sanitaire? C'est quoi les risques? Moi, je ne réponds pas aux questions comme ça. Non. Vous avez posé plusieurs questions. Et Je vous pose plusieurs questions. Non, attendez. Monsieur. Je vais revenir à votre question. Oui. Vous avez demandé plusieurs questions. Tout le monde est d'accord qu'il faut une loi sur la biosécurité ici. Mais on ne va pas passer Attendez. toute la soirée sur la loi. Mais ils ont parlé longtemps. Vous allez parler longtemps. Je vous parle donne de la ça parole et d'abord. vous êtes libre de la Oui, parole. je parle d'abord de ça. Allez-y. Donc, au moment où on criait, Oui. M. Lamouka n'était pas là. Il n'est venu que récemment. S'il doit être honnête, il le sait. Oui, ça. Attendez. Donc, on a créé, on a tout dit pour dire, il faut loi. Le colonel, vous avez mal présenté le colonel. Mais le Le gouvernement... colonel est le point focal de biosécurité au Bénin. Maintenant qu'il est admis à la retraite, je ne sais pas qui le demeure. Parce qu'au Bénin, on peut bien être à la retraite, Mais occuper encore des fonctions. c'est pas un publiques. membre du gouvernement. Non, attendez. C'est le gouvernement qui l'a missionné avec des cahiers de charges précises. Et on lui a dit, il est point focal. Je suis surpris sur ce plateau qu'il tienne ce langage-là. Il a manqué à sa mission. On a eu 3 points focaux. 2 avant lui. On a eu, et les autres ne sont pas comportés comme lui. Très bien. Maintenant que vous Attendez. avez- Oui, maintenant, Donc, parce il que- accuse Ouais. le gouvernement aujourd'hui. Je Moi, c'est pour ça que je demande, Moi, j'ai dans accusé notre le pays, gouvernement. attendez, dans notre Non, pays... il n'a pas accusé le gouvernement. Dans notre À aucun pays, moment, il a accusé le dans gouvernement. notre pays, Oui. parce qu'il dit toujours que c'est le gouvernement qui va faire. Mais on Il- l'a mis à l'épreuve pendant 5 ans. Il dit, tu es point focal biossécurité. On n'a pas fini de dire ça. On lui a remis. On vous a bien compris. Attendez, non, on lui a remis. Je vous repose ma question. Je vais répondre à votre question. D'accord. Ne soyez pas surpris. Aucune Si le- question, moi je le passe. Il faut- je réponds à toutes les Le questions. temps joue contre nous. Non, parce qu'ils ont parlé beaucoup. Donc je dis que vous avez mal présenté le colonel d'abord. D'accord. Il est point focal biosécurité. D'accord. Et on lui a remis. C'est lui qui m'a le remis son titre, deuxième donc moratoire. je ne suis pas un bocon, non, On c'est lui lui a qui m'a remis remis son le titre. deuxième moratoire. D'accord. Pour dire, vous devez. Et entre autres, la loi. Il a fait 5 ans.
Nous, on a crié pour dire il n'a pas fait la loi. Merci, M. Attendez, Sabo. Quels on a dit, sont les risques? Vous devez installer un comité national de biosécurité débarrassé de toute option de biotechnologie. Très bien. Aujourd'hui, vous avez, attendez, le 22 mai dernier, c'est en ce moment que le colonel a montré aux Béninois son vrai visage. Maintenant. Il dit qu'il crée une ONG pour faire la promotion des OGM. Très bien. Il était mal parti. Je vous repose la question. Non, vous l'avez mal présenté. D'accord. Il a fait 5 ans On est et ne d'accord. pas pouvoir faire la loi. Il n'a pas fait l'état des lieux des OGM. Vous demandez lui ça. Il n'a rien pu faire. D'accord. Et sur ce plateau, il dit que c'est le Bénin, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fera d'autre? Moi, je félicite notre gouvernement qui a pris successivement 2 moratoires. Donc les experts n'ont en pas se fait basant leur sur travail. le protocole pour dire nous devons respecter le principe de précaution. D'accord. C'est ça. Maintenant, Donc, parlons justement sur de ce plateau, précaution. je rends hommage au gouvernement Et- Kérékou, au gouvernement Boni Yayi, qui successivement ont pris 2 moratoires pour sécuriser les Béninois, pour dire, puisque c'est une nouvelle technologie que nous ne maîtrisons pas encore, nous nous abstenons, on va regarder et après on fera. Enfin, maintenant, lorsqu'on lui dit... répondez à ma question. s'il Mais vous pourquoi plaît. il s'attaque à moi? Moi, je vais S'il vous répondre. plaît, Non, s'il vous plaît. vous êtes le point focal. Nous sommes sur un plateau de Je télévision. précède. Quelqu'un a dit, nous La sommes pas manière dont sur il le fait, réseau. il Non, je attaque vous les Je gens. vous Bon, repose là. la Parce question. qu'il faut situer Est-ce les que vous allez répondre à On l'a ma attendu question? ici. Monsieur, On l'a attendu à cette époque. répondez-moi à ma question. Je vais répondre à votre Quels question. sont les risques que vous Il craignez? dit qu'il Le n'a pas temps l'argent. joue Non. contre nous. Attendez. Quels sont les risques? Je vais vous le dire. Oui, Est-ce que dites-le parce que le temps va. Je vous le dirai. Les techniciens vont nous Je couper. vous le dirai du moins. D'accord. Je vous dis, il dit qu'il n'a pas l'argent. Le premier, il a dit que le PNUE a donné près de 200 millions pour qu'il fasse la loi. Qui? À qui? Il n'était pas là. Mais ils ont donné de l'argent pour faire ça. Nous On avons est en été train de nous au dire que Burkina le Faso temps est pour fini. évaluer tout ça. Répondez-moi à la question. Les risques. Les risques. C'est la question que je ils vous ai sont posée. énormes. Citez-les. Ce n'est même Et plus très des risques. rapide, oui. C'est des dangers. Sur le Et plan- si je suis assis ici, Oui, je dites-le. suis assis ici pour défendre, regarder les organismes génétiquement modifiés Mais dans quand l'agriculture. vous mangez aux États-Unis, vous n'avez pas peur de ces Ne me risques. posez pas cette... Je vous vais demande revenir. les risques. C'est ça que je dis. Je suis assis ici Voilà. pour regarder les OGM C'est quoi les risques? dans l'agriculture, Oui. l'environnement, Et la santé. l'aliment, et tout ça là pour le bonheur de l'homme. Dites-nous les risques. Donc, si vous m'avez bien suivi, les OGM, il n'y a pas d'OGM sans pesticides. J'insiste, il n'y a pas ce chercheur dans le monde entier qui dira le contraire. Dans l'alimentation, il n'y a pas d'OGM sans pesticides énormes, sans insecticides énormes. Ces 2 choses vous suffisent de répondre à votre question. Non. Est-ce que vous avez déjà des gens, techniquement, qui sont tombés malades, Oui. dont on a dit que c'est parce qu'ils mangent des OGM? Et on a dit que vous mangez aux États-Unis avec des aliments Est-ce qui qu'il ont m'a les vu? OGM. Il m'a vu manger. Alors, je vous C'est pose lui la qui question. voyage. C'est lui qui est allé aux États-Unis Sur qui le- a vu sur que le- les champs sur le plan de coton sanitaire. sont bien et les journaux ont écrit qu'on dit un Béninois Monsieur est Sabo, allé aux États-Unis Monsieur et a dit Sabo, que le coton est vous bon. avez demandé Pendant qu'il un fait temps de tout pour parole aller et je vous l'ai donné. Je vous repose Oui, la oui, question. oui, c'est Est-ce ça. que vous avez, sur le plan médical, Oui. vous avez connu quelqu'un dont les médecins ont dit c'est parce qu'il a mangé des OGM qu'il est tombé, qu'il a telle ou telle pathologie? C'est la question que je vous pose. Mais je vous assure. Mais est-ce que vous m'écoutez Totalement. totalement? Oui. Mais votre question a eu de réponse. J'ai dit, même ici, lorsque vous prenez de la salade arrosée aux pesticides, rien que ça, on n'est pas encore allé dans la technologie. Mais le professeur qui nous a sauvés, à qui je rends hommage ici, c'est les études du professeur Serralini. Serralini, c'est un Français. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a mis des rats en série et il leur a donné à manger des organismes génétiquement modifiés, de maïs et tout. Il a vu, pendant que Monsanto faisait ses essais au plus de 3 mois, il a fait 2 ans d'essais sur les rats. Résultat. Les rats ont développé des tumeurs. Mon ordinateur est là. C'est ça que Des j'attendais tumeurs. comme réponse. Je vous assure, c'est des tumeurs. Et vous savez, le Roundup Ready de Monsanto a été déclaré par l'OMS
cancérigène. Je vous ai donné suffisamment Vous avez de temps. entendu? Mon colonel, Je vais réagir à ce qui oui, vient de très dire. rapidement. Il a dit que ce n'est pas le gouvernement, Non, c'est c'est- les experts qui ont échoué. Et ça eux sera qui en ont même échoué. temps votre mot de fin, parce que vous avez vu qu'on nous signale peut-être qu'on refait La le première débat. des choses, c'est pour dire que l'étude de Céladini a été demandée, a été retirée par la commission Pourquoi? chargée Vous n'avez plus la parole. d'études au niveau de l'Union européenne. Donc, ces études ne sont pas valables. Vous êtes qui? Vous qualifiez ça? Vous pouvez aller encore Monsieur sur les Sabo, sites. Je vous n'avez pas la peux vous parole. donner encore les sites Quand, pour vous dire. quand vous parlez, les autres ne parlent pas. Parce que le protocole qu'il a utilisé jusqu'à présent n'a Donc, pas respectez le été, temps de parole des autres. n'a pas été vulgarisé et a été déclaré, les résultats des études ont été déclarés irrecevables. Donc on lui a même demandé de retirer ça de toutes les publications. Le problème que nous discutons ici là, les OGM est une évolution de la technologie et c'est irréversible. Ce qui nous amène dans plusieurs mondes, ça veut dire il y a plusieurs types d'agriculture aujourd'hui. À savoir l'agriculture traditionnelle, où c'est l'agriculture biologique. L'agriculture conventionnelle, où il est plus utilisé les pesticides, ce qui n'a pas signalé tout à l'heure. Et l'agriculture basée sur les produits génétiquement modifiés, qui utilisent moins de pesticides et moins d'herbicides. Donc, ça appartient à chaque pays de choisir quel type d'agriculture il veut faire, mais les trois fonctionnent partout. Vous allez par exemple en Lettonie, eux, ils ont adopté les OGM, mais il y a des communes qui ont refusé. Donc ça appartient à chaque pays comme on le fait ici. Mais une chose, le danger pour nous, c'est que nous sommes déjà entourés par tous les pays qui font déjà les OGM. Donc nous devons prendre toutes les dispositions pour que, parce que demain, tout produit et tout aliment venant de l'Afrique de l'Ouest doit circuler au Bénin, de l'UEMOA doit circuler au Bénin, donc il ne doit pas avoir une barrière. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Sabo, votre mot de fin en 1 minute, parce que nous avons épuisé le temps. Je sais que nous sommes tous insatisfaits. Le débat va être relancé. Ce n'est pas un problème. Votre mot de fin, mais en moins d'1 minute. Voilà. Moi, je vous remercie d'abord d'avoir initié ce débat. C'est la première fois. Parce que le dernier moratoire a recommandé des battages médiatiques. C'est la première fois. Monsieur Célestin Marat, je vous félicite. Deuxième chose, nous voulons que, on a dit, la loi ne fera rien, ou bien très peu de choses, parce que c'est des hommes qui appliquent la loi. Vous avez reçu l'éditeur des œufs forêts ici, et vous lui avez dit, la cargaison de charbon qui se déverse dans nos villes, et vous avez là, qu'est-ce que vous en faites? Il dit, si lui doit interdire ce commerce et demander à ces gens d'arrêter ça, qu'il aura soulevé au Bénin. Vous voyez ça? On n'a pas un problème de loi, un problème des hommes. S'il dit ça, là, il donne libre cours aux gens de faire ce commerce-là. Donc, nous demandons aux gens de faire attention et que tout OGM qui doit rentrer dans ici doit renseigner le consommateur. Donc, c'est l'étiquetage qui fait la traçabilité. Deuxième chose, nous devons faire en sorte que les maires de nos différentes communes soient à même, avec leur population, de refuser d'accepter les OGM sur le territoire parce que la décentralisation leur a conféré le pouvoir de la gestion des ressources naturelles. Merci. Troisième chose, tous ceux qui, parce que c'est un processus, tous ceux qui ont causé des dommages à la santé, à l'environnement, biodiversité, nous devons rendre imprescriptibles les délais qui montrent qu'ils ne sont pas condamnables. Merci, M. Ils Sabo. sont pas susceptibles. Merci, M. Sabo. C'est ça. Maître, C'est un crime, hein? Votre mot de fin, et je rassure tout le monde, je crois que c'est un débat qu'on va poursuivre, Maître. Votre mot de fin. Merci de l'avoir dit. Je crois que j'ai... C'est un débat qu'on va poursuivre. J'ai réservé et le temps épuisé d'ailleurs. Il dit, il ne faut pas la loi, mais il demande... Moi, je n'ai pas dit ça. Ici? Mais il demande Qui a dit ça? Vous n'avez plus la que parole. des crimes, des faits qualifiés de crimes soient n'avez plus la imprescriptibles.
Ça veut dire qu'il faut la loi. Il faut donc la loi. Qui a dit ça? Moi, je pense qu'on ne peut pas, une société civilisée, organisée, sans loi, cela n'existe pas. C'est clair. Et par conséquent, c'est la loi qui est l'alpha et l'oméga de toute société structurée, organisée. Il a souligné un point essentiel quand même, Maintenant, l'étiquetage. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je vais dire à notre ami qu'il est venu peut-être pour faire un combat. Moi, je ne suis pas dans le combat. Faire de la propagande, je ne suis pas dans la propagande. Nous avons Vous n'avez le pas temps. la parole, M. Sabo, vous avez fini. Je dis ceci. Ce document que je vous ai montré a prévu tout et plus que ça. Parce que pour que l'OGM rentre dans un pays, il y a une procédure que nous appelons l'approche, n'est-ce pas, de la précaution. Allez vite parce que le temps... Non, c'est juste pour dire que si nous ne demandons pas qu'un OGM vienne, il ne peut pas venir. Mais il y a toute une série de... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il a dit que les frontières sont ouvertes. Hein. Donc, le produit peut venir même si on le demande pas. Je souhaite, si vous voulez, nous allons revenir pour ne parler que de ça. D'accord. Que de ça. Parce que là, ce mélange ne permet pas aux téléspectateurs de comprendre quelque chose. Et je m'excuse, est-ce qu'ils ont vraiment compris quelque chose? Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, qui est le basique, tout le reste... La réglementation. Mais non, ça, c'est les émotions et les impressions personnelles. Ceux qui se sont réunis, le monde entier avec toutes ces compétences pour sortir ces dispositions, ben, eux, ils n'ont aucun souci de la bonne santé, de la bonne santé. Respectez le temps d'antenne des autres. Je ne comprends pas. De la bonne santé, du bien-être, de l'humain, de l'environnement. Il n'y a que mon frère d'en face qui a souci de tout ça. C'est colonel, votre mot de C'est fin. terrible. Monsieur Sabo, vous n'avez pas la Je vous parole. remercie Colonel, votre mot de fin. et Oh, mon Dieu. pour cette émission, et ça va continuer, j'espère, Oui. pour dire que nous sommes là tout juste pour donner l'information et pour que certains ne pensent pas qu'ils sont seulement détenteurs de la vérité. Vous ne pouvez pas être détenteur de la vérité sur le monde d'aujourd'hui. Le monde évolue à une vitesse tellement rapide que nous avons des années pour rattraper si un jour, parce que la biotechnologie peut être utilisée à plusieurs fins. Et pour le bien-être de l'homme seulement, pas seulement pour l'agriculture dont on parle. Hein? Donc, moi, je dis à tous les téléspectateurs pour dire que, certes, au Bénin, on n'a pas encore fait une demande officielle pour dire OGM chez nous. Parce qu'on n'a pas une loi. Et en plus, ça, les moratoires l'avaient interdit. Mais ils n'ont qu'à savoir. S'ils vont au Burkina, ils mangent l'OGM. S'ils vont au Canada, ils mangent l'OGM. C'est pas de ça qu'il s'agit. S'ils vont partout ailleurs, ils mangent l'OGM. Nos enfants qui sont en études dans tous les autres pays, la Chine, l'Inde, le Canada, les États-Unis sont les champions. Ils mangent les OGM. Maintenant, nous souhaitons que les gens, pour se renseigner, je vais donner un Allez site. très vite parce qu'on a débordé. Le site, c'est quoi? bch.int. Toutes les informations sur tous les pays du monde par rapport aux OGM, au jour le jour, est sur ce site. Ils n'ont qu'à aller seulement, ils vont avoir les informations. Merci beaucoup, merci. Personne ne parle plus. On est à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Le thème, c'était OGM, menaces ou opportunités. Un débat assez rude avec le colonel Komlan Marcel Kako, expert en biosécurité, et puis maître Luc Martin Oncarin, avocat, environnementaliste, expert en biosécurité. Et enfin, Patrice Sago, représentant du Forum Biodiversité et du réseau Djinoukou. Je l'ai dit, c'est un débat qui va certainement se poursuivre. Merci de nous avoir suivis et on a débordé suffisamment sur le temps.